La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien propose une séance intitulée « La perte de la présence ». Je suis content de vous voir. C'est ça la présence. C'est de pouvoir se dire des choses qu'on n'était pas sûr de dire. S'il n'était pas venu, je n'aurais pas dit cela. Et donc c'est ce heurt de la rencontre, c'est cette chose qui émerge, qui participe de la surprise, et donc qui ouvre la présence, qui ouvre du présent. Et c'est cela dont je vais parler aujourd'hui, avec ce constat d'abord que quand on dit qu'est-ce qui s'est perdu, durant cette année blanche, cette année et demie passée, bien sûr, on pense au vital, la mort, mais il faut penser aussi au vivant. Au vivant, c'est-à-dire ce qui n'est pas seulement le vital, qui est au-delà du vital, la capacité d'être effectivement en vie, d'être effectivement vivant. Et je crois que dans cette perte qui nous menace, c'est bien cela dont il s'agit, à savoir de la perte de l'effectivement vivant. Et la présence est le grand vecteur de cette capacité d'être effectivement en vie. Oui, qu'est-ce qui s'est perdu? Au-delà du vital, ce vivant. Alors on dira bien sûr résilience, c'est le grand mot à la mode, c'est le grand mot coïncident sous lequel nous rangeons tous nos malheurs aujourd'hui. Mais il me semble que ce à quoi on a affaire avec la perte de la présence, que la Covid n'a fait qu'accentuer, mais qui est un mouvement de fond, et c'est vis-à-vis de ce mouvement de fond que je m'exprimerai aujourd'hui, eh bien je dirais que cette perte de la présence n'appelle pas de la résilience, mais de la résistance. Et c'est cette résistance-là que je voudrais faire entendre maintenant. Car c'est peut-être un des aspects les plus cruciaux, les plus centraux de ce qui se perd aujourd'hui, encore une fois, bien au-delà du phénomène de la Covid, c'est cette perte de la présence qui risque de passer inaperçue, tant elle s'offre aussi comme une commodité. Et c'est ça qui rend la situation ambiguë. Cette perte de la présence qu'a organisé massivement le numérique, l'ordinateur, l'écran, tout ce qui s'est comme ça techniquement qui est venu s'installer dans nos vies depuis des années et que la Covid n'a fait que renforcer, se trouve, semble-t-il, largement compensé par tous les gains apportés, qui ne sont pas tant. On évite les déplacements inutiles. On pourra tout faire de son fauteuil, grâce à l'écran. Le numérique donc nous relierait dans une présence illimitée à laquelle nous participerions tous. Nous serions comme ça d'emblée transportés dans l'universel. Et puis, économie des moyens, économie du temps, quelle commodité, et puis aussi, dit-on, démocratie de l'accès. Si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez quand même assister à cette conférence. Bon. N'oublions pas le gain écologique pour la planète. Bref, je passe. Il y a donc une chose qui est massive et qui est que la technique, l'appareillage technique, dilue la présence. Dilue jusqu'à l'effacer. Alors, il ne s'agit pas pour moi de reprendre le vieux procès fait à la technique, simplement de remarquer ceci. On le voit communément. Nous-mêmes, comme nous sommes touristes, qu'est-ce qu'on fait? On arrive quelque part, on prend son appareil photo, son smartphone, on prend la photo et on s'en va. On prend donc la photo, pourquoi? On dira pour se souvenir. Mais en fait, il y a là une sorte de substitution qui se fait à notre insu, qui est que finalement, on s'évite la rencontre de la présence, on s'évite, disons, le heurt qu'on éprouve devant ce lieu inconnu ou magnifique, ou même peut-être tout à fait ordinaire, mais qui nous surprend, et on le met en boîte. On le met en boîte, donc on le met comme ça, on le range. Et le rangeant, eh bien, on rate ce vis-à-vis, ce face-à-face de la rencontre que constitue la présence.
Bon, je l'ai déjà évoqué ici, on connaît tous la scène, n'est-ce pas, les jeunes gens qui se retrouvent au café pour se rencontrer et qui chacun sont dans leur texto, n'est-ce pas, et sans plus se regarder, sans plus se parler, eh bien, communiquent avec le monde entier. Perte de la présence, donc, qu'organise à notre insu, et bien sûr, sous l'argument de la commodité, l'appareil technique, l'appareillage, le coconnage technique dans lequel nous sommes, comme ça, situés d'emblée, et que nous n'avons jamais choisi. Donc, une présence qui est effritée, qui est biffée, escamotée, bref, effacée, perdue. Ce qui perd donc la présence, on le sait bien, c'est cette fameuse connexion généralisée dans laquelle nous sommes mis d'emblée. Quand nous partons en vacances, nous partons en voyage, qu'est-ce qui arrive quand on entre dans la maison? Qu'est-ce que fait? Chacun se connecte, n'est-ce pas? Se connecte et va aller sur YouTube, etc. C'est ça qui se défait, c'est que le branchement organisé techniquement et donc illimité dans sa virtualité, ce branchement nous débranche de quelque chose. Cette chose, c'est la présence. Alors, cela a été étudié, je vais donc reprendre un livre que j'ai eu entre les mains à ce sujet, un livre américain, pour considérer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la présence et qu'est-ce qui est en train de basculer dans nos vies par le fait de cette perte de présence effective, substituée, compensée à l'infini par le virtuel, le numérique, la connexion généralisée. Bon, on le sait tous, la crise de la Covid n'a fait qu'amplifier le phénomène, mais c'est un phénomène, en fait, engagé depuis longtemps et qui n'est peut-être qu'à ses débuts. L'installation du télé. Ce n'est plus la télévision ou le téléphone, mais c'est le télétravail, c'est le téléamour, peut-être la télévie, n'est-ce pas? Tout ce qui sera donc sur ce mode du télé à distance, tel que cela est donc organisé. Alors, si je reprends un livre que j'ai lu récemment sur... j'ai pas tout lu. The future is faster than you think. Le futur est plus rapide que vous le pensez, et qui nous dit, au fond, qu'on a affaire aujourd'hui à 5 grandes migrations. D'abord, la révélation... 5 grandes migrations qui sont des révolutions. D'abord, la révolution migratoire. Oui, ça, c'est un phénomène ample, n'est-ce pas? Migration des peuples, des individus et donc devenant des peuples. Révolution migratoire, migration dans l'espace. Ouais, on va aller vers les autres planètes. Oui, à long terme, bien sûr, c'est des mouvements vus dans leur perspective. La migration vers le capitalisme numérique, qui conduit à la disparition des usines, et ce qu'on appelle un capitalisme digital. La migration vers la richesse, où on le sait, les riches sont toujours plus riches, n'est-ce pas? Une accumulation qui se fait, qui est la conséquence du point précédent, d'ailleurs. Et enfin, ce qui est appelé une révolution de la présence. Conséquence, à l'évidence, de ce nouveau capitalisme qui s'installe dans le digital. Tout cela n'a été que accentué, précipité par la pandémie. Donc ce qui s'est accéléré, c'est la numérisation du capitalisme et la digitalisation de l'économie mondiale. Le statut de la présence en est bouleversé. Elle était intermittente, discontinue, localisée, singulière, incarnée. C'était ça la présence. Et maintenant elle est continue, ubiquiste de partout, désincarnée, immatérielle et collective. Donc il y a bien révolution, il y a bien inversion d'un mode de présence que nous avons connu jusqu'ici, ou qu'a connu jusqu'ici l'humanité, et puis cette nouvelle forme de présence qui, non pas se propose, mais s'impose à nous. Comment la nommer, cette nouvelle forme de présence? Présence virtuelle, digitale, immatérielle, présence en absence,
mais dit-on aussi présence métaphysique, peut-être mystique, n'est-ce pas? En faisant l'état des gains et des pertes, comme ça, dans les deux plateaux de la balance. Il y aurait gain en autonomie individuelle et perte en dynamique corporative ou collective. Je pense au travail, n'est-ce pas? Par le fait du télétravail. Il y aurait gain en efficacité, plus de déplacement, plus de perte de temps, et perte en socialisation. On s'inquiète, le management devient inutile. Avec l'extension du travail, chacun à domicile. Le salarié devient invisible. Il perd sa représentation sociale. Cette présence en absence gagne de liberté ou d'extension, gagne plutôt en liberté et en extension, ou au contraire perd-elle? En gagnant, je dirais, en surveillance et en contrôle. Cette présence en absence, est-ce qu'elle est le gage d'une plus grande disponibilité intellectuelle? Ou alors, par conséquent, d'une innovation cognitive, ou alors d'un conformisme cognitif? Parce qu'évidemment, se ressasse, passant en boucle, tout ce qui défile sur l'écran. Donc on peut faire comme ça la liste des gains et des pertes et croire comme ça, tenir la balance de la justice entre les deux. Or, je ne suis pas sûr que cette mise en balance des gains et des pertes soit, disons, possible à établir ainsi. La question dit bien celle-ci, ce serait, si on accepte cette évolution, de se demander comment remplacer la présence par de nouveaux effets de présence, par de nouveaux régimes de présence. On pense à la présence holographique, toute la personne se trouve comme ça. La présence, ce qu'on appelle la présence continue iconique, n'est-ce pas? Alors que la présence, par principe, est intermittente, ne cesse d'être travaillée par l'absence. Non, là, au contraire, on aura une présence comme ça continue, qui, disons, n'aurait plus de faille et pourrait comme ça s'instaurer en plein effet. Donc, peut-on faire ainsi le décompte des gains et des pertes? Mais justement, qu'est-ce qu'une perte? Qu'est-ce qu'une perte? Qu'est-ce que nous donne ce concept de perte? Je vais retenir quelques points. D'abord, la perte, c'est du factuel, c'est de l'objectif. On perd toujours un objet. Serait-ce son âme, n'est-ce pas? On perd quelque chose qui est objectif, et donc la perte est de l'ordre du constat. C'est pas je ne suis pas en train de entamer devant vous un chant comme ça de déploration. Non, il s'agit de quelque chose qui est donc versant dans le pathétique. Non, il s'agit de l'objectif. Je l'avais, je ne l'ai plus. C'est un constat. C'est donc un constat et qui est à large spectre. Le concept de perte s'étend de l'accidentel au structurel. Vaste extension. L'accidentel, j'ai perdu mes gants. C'est anecdotique. Le structurel, justement, cette perte d'autonomie, la perte de la présence relève à l'évidence aujourd'hui non plus d'effets, non plus de raisons accidentelles, mais de raisons structurelles. Elle relève du structurel, et d'abord ce structurel du marché mondialisé et, disons, du nouveau mode de capitalisme qui s'est ainsi déployé, avec comme conséquence l'appareil technique du digital et du numérique. Donc la perte va de l'accidentel jusqu'au structurel, et c'est bien ce qui se passe pour la présence aujourd'hui, dont la perte n'est pas accidentelle mais structurelle. Et la perte va aussi, je dirais, du circonstanciel à l'existentiel. Que j'ai perdu mes gants, c'est du circonstanciel. Et je peux perdre ma vie.
Je peux perdre au sens de Proust la recherche du temps perdu. Alors là, c'est toute la vie qui est engagée. Perdre n'est plus anecdotique, n'est plus du détail, mais touche à ma condition d'existant, touche à la condition humaine. Et même à ce cas d'a priori ou d'inconditionner ma condition. Cette perte va jusqu'au transcendantal. Prenez Milton, le paradis perdu. Voilà ce qui est au départ même de notre condition. Prenez Pascal, c'est pas, dans le régime chrétien, la perte du premier état auprès de Dieu pour tomber dans celui de l'exil et, disons, ayant perdu sa bonté, sa grandeur originelle. Donc, la perte s'étend de l'empirique jusqu'au métaphysique. Et c'est bien ça qui fait l'importance ou la gravité de la question de la présence telle qu'elle se joue aujourd'hui pour nous. Et enfin, la perte, c'est un concept d'après-coup. Ce n'est qu'après la perte que je me rends compte qu'il y a eu perte, que j'ai perdu. C'est-à-dire qu'au moment même où je perds ce que je perds, je ne me rends pas compte. La perte s'opère donc à l'insu de moi-même. Même si je dis « je suis en train de perdre mon temps », en fait, ou même si je dis « je perdrai mon temps au futur », en fait, ce jugement est déjà rétrospectif. Il est déjà un retour en arrière que je projette dans l'avenir. La perte est toujours du futur antérieur. Je perdrai mon temps signifie « j'aurais perdu mon temps ». Donc c'est du résultatif, la perte. C'est pour ça qu'il y a du constat. Or, si je reprends tous ces éléments constituants du concept de perte, je vois comment il s'applique aujourd'hui à la présence, comme perte de la présence. D'abord, elle est objective, cette perte, elle est de constat. Je ne suis donc pas en train de me lamenter sur une quelconque menace qui pèserait sur le monde. Elle se mesure. D'autre part, elle paraît toujours plus ou moins accidentelle et donc dissimule ce qu'elle peut avoir de structurel. Et c'est le cas pour la présence. En fait, cette perte de la présence que nous vivons aujourd'hui, engagée bien avant la Covid, mais que le Covid a révélée, mais qui ne va faire que s'accentuer dans l'avenir, est organisée structurellement par le marché mondial et se manifestant sous la forme de l'écran et du numérique. Et aussi cette perte, qui apparaît de façon circonstancielle, touche en fait à l'existentiel. Elle se constate dans de petits faits qui paraissent anodins, mais elle change en profondeur, je dirais même radicalement, notre condition d'existence. Cette perte est, dans l'histoire humaine, à dimension métaphysique. Cette perte de la présence se constate après coup. Elle nous échappe au moment même où elle se produit. Nous nous rendons compte que nous perdons la présence qu'une fois que nous la constatons, effectivement. Mais je suis heureux de voir que bien vous avez résisté à cette perte en venant aujourd'hui ici. Donc il s'agit bien effectivement de quelque chose qui se joue d'essentiel. Et c'est pour ça qu'au lieu de se dire « ça passera dans 15 jours sur l'écran », on décide de mettre ses chaussures et de sortir de chez soi. Et donc de se rencontrer, et c'est en se rencontrant, eh bien, qu'on fait émerger de la présence. De la présence qui n'est pas présence-absence, qui n'est pas présence diluée, escamotée, bref, biffée. Cette présence qui s'impose progressivement à nous, comment la nommer si ce n'est dans ces termes de présence-absence. Présence qui n'est pas vraiment présence, présence qui est effritée, et je voudrais dire pourquoi.
À quoi aboutit-on? Non pas à l'absence, qui serait le contraire de la présence. Absence qui serait éprouvée comme un manque, et donc qui pourrait nous révolter. Mais une présence qui n'est plus vraiment présente, vraiment effective, qui n'est plus qu'un semblant de présence, une pseudo-présence, un facsimilé de présence, qui n'est plus une vraie présence. De même que j'avais eu l'occasion précédemment de plaider pour la vraie vie à l'encontre de la pseudo-vie, de la vie qui n'est qu'une apparence de vie, bien je dirais que, de même qu'il y a ce risque de ce que la vie ne vive pas, pour prendre la célèbre formule « la vie ne vit pas », eh bien, il y a ce risque que la présence ne soit plus présente, plus effectivement présente. Donc, non pas qu'elle se renverse dans son contraire, l'absence, mais qu'elle verse dans sa dilution, son étiolement, dans son facsimilé de pseudo-présence. Je crois qu'il faut en venir à penser ce concept, au départ un peu surprenant, de présence-absence. C'est entre-deux, ni vraiment présent, ni non plus se signalant par le manque de l'absence. Et cette expression, on la retrouve dans ce très beau fragment d'Héraclite, que je trouve magnifique par sa force dans la construction de cette opposition. Quand Héraclite dit des nombreux, c'est pas, présents, ils sont absents. Or, est-ce que ce n'est pas ce qui est notre attitude la plus commune aujourd'hui face au prix dans tout cet appareillage technique, d'être présent et en même temps absent? Présents, ils sont absents. Je vous lis la formule d'Héraclite à propos de ceux qui écoutent mal la philosophie. Sans intelligence, quand ils ont écouté, à des sourds ils ressemblent. Le dicton pour eux témoigne, il y a déjà un dicton fatis. Le dicton, déjà, pour eux témoigne, présents, ils sont absents. Pareiontas apeinai. Voilà qu'Héraclite, au 5e siècle avant notre ère, n'est-ce pas, au début de la philosophie, avant le grand épisode socratico-platonicien, déjà désigne, pointe quelque chose qui est essentiel comme perte existentielle, qui est voilà, cet entre-deux confus de présence et d'absence, où on est présent mais sans être vraiment présent. Et il nous dit qu'est-ce qui se perd alors dans cette présence-absence qui fait qu'on n'est plus véritablement présent, qu'on a quitté une vraie présence comme on a quitté la vraie vie. Au paragraphe, ce que je vous citais, c'était le fragment 34 dans l'édition d'Hilleskrantz, et le paragraphe 17 qui dit ceci: les nombreux, toujours Paul, les nombreux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accédé à la philosophie, les nombreux ne pensent pas les choses telles qu'ils les rencontrent, ni en étant instruits ne les connaissent, mais, difficile à traduire, ils leur semblent. Les nombreux, ce qu'on leur reproche, c'est quoi? C'est qu'ils sont dans une sorte de semblant continu. En grec, la formule est très belle, eotoisi dokeusin. Ils se semblent à eux-mêmes. Ils sont donc d'une sorte de film continu, de même avec eux-mêmes, d'une sorte de nébuleuse continue. Pourquoi? Parce qu'ils ne rencontrent pas. Alors la présence, c'est de la rencontre. Le terme grec est fort, enkureosin. Enkuresis, c'est la rencontre quand on se heurte. Quand on se heurte, il y a un passage dans Euripide où il dit que les lâches au combat, qu'est-ce qu'ils sont? Justement, ils ne le rencontrent pas, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait la présence dans sa portée, dans sa vérité, dans sa radicalité, c'est qu'il y a de la rencontre qui est du heurt. Qu'il y a donc un effet de présence par surgissement, par affrontement. La présence, c'est de l'affrontement. Et c'est pour ça que quand on est devant l'écran ou dans la collection généralisée, on n'affronte plus. Il y a une sorte de film continu où ça semble à soi-même, n'est-ce pas? Eotoisi dokeusin, sans qu'il y ait cette émergence qui fait effectivement affleurer la présence et lui donne sa consistance. Alors, à partir de là, mes propositions vont être simples. J'en aurai deux. La première, c'est que c'est la présence qui fait le présent. Le présent nous échappe, oui.
Mais ce qui peut donner consistance, détacher du présent effectif, c'est la présence. Ce sera ma première proposition. Et la seconde, ce serait de dire que la présence n'est pas de l'ordre de l'être, en dépit du mot lui-même, présent, être devant. Présent, vous voyez bien, vous entendez en français, en latin, prae esse, être devant. Le présent, c'est ce qui est devant nous. Eh bien, en grec, n'est-ce pas, paron, pareinai. Bien que le présent se présente à nous, d'abord dans le mot, comme relevant de l'être, en fait, ce n'est pas de l'être, c'est de l'événement. Donc d'abord, cette première proposition, à partir du constat que le présent m'échappe, je ne vais pas m'y attarder longtemps, c'est que c'est la présence qui fait émerger du présent. D'ailleurs, en allemand, Gegenwart dit aussi bien la présence que le présent. Je crois qu'il faut revenir à cette idée, n'est-ce pas, que le présent, c'est de la présence et réciproquement. Bon, ça a été dit depuis les débuts de la philosophie, ce constat de ce qu'il est impossible de vivre, puisqu'on ne peut vivre qu'au présent, or le présent n'a pas d'extension, donc n'a pas d'existence. Vous savez, c'est le grand lieu commun de la philosophie, constamment repris, c'est qu'on dit présent, prae esse, être devant, paron en grec, mais en fait, le présent n'est jamais présent devant nous, n'est-ce pas? Qui est toujours pris comme ça, entre le futur et le passé, et qu'il n'est que le point de passage du futur dans le passé, selon la présentation antique, et donc il n'est que le point de passage qui, comme un point, n'a pas d'extension, donc n'a pas d'existence. Vous savez que c'est la grande aporie dans laquelle les Grecs nous ont mis, quant au présent et quant au temps, n'est-ce pas, jusqu'à douter de cette notion de temps, puisque le présent, il faut lui entendre en français, le présent c'est un don. Mais quel est ce don du présent? Vous faire un présent, ce don qui est en fait ce dont on sait que toute notre vie se résume à lui. Nous ne vivons qu'au présent. Comme le disait Augustin, même comme je me souviens en étant dans le présent. C'est le présent du passé. Quand je projette, c'est le présent du futur. Donc il n'y a que le présent. Il n'y a que le présent, mais le présent, pris comme il est entre le futur et le passé, eh bien, n'a pas d'extension, donc a-t-il une existence? Bon. Là, c'est une sorte de banalité de la philosophie, mais qui est néanmoins de conséquence, et qui nous conduit à penser, à partir de cette impossibilité du présent, eh bien, deux stratégies que vous savez, les épicuriens et les stoïciens ont largement déployées, qui est d'une part d'essayer de saisir ce présent fragile, ce présent frangé, en le cueillant à peine il apparaît, fameux cueille le jour, le carpe diem, bref, essayer comme ça, de ne pas rater cette fragilité du moment présent, ou alors, que ça c'est plutôt la logique épicurienne, et puis la logique stoïcienne qui est plutôt non pas le présent fragile, mais le présent forcé. C'est-à-dire on va se contenir dans le présent, on va tout faire pour, disons, s'y tenir, en faisant quoi? Le grand geste stoïcien, évacuer tout ce qui touche au futur, évacuer tout ce qui touche au passé, trier donc dans ces représentations, ces fantasiae, tout ce qui touche au futur, de l'ordre de la crainte ou de la peur, on l'évacue. Ce qui touche au passé, de l'ordre du regret, on l'évacue aussi. Et puis là, on fait entre les deux apparaître ce qui est ce présent auquel on va se tenir par une sorte de commandement éthique en faisant abstraction de ce qui précède et de ce qui suit. Donc il y a ce geste comme ça qui nous a été appris par l'éthique de la sagesse, et avec tournant autour de cette idée que seul le présent importe, mais en même temps que seul le présent importe, il est sans consistance, ce présent. Donc cette attitude éthique qui nous est enseignée depuis les Grecs, qui est d'essayer de détacher du présent, de le circonscrire, dit-on en grec, d'essayer de lui trouver son périmètre, pour ne pas le laisser, basculer
dans le passé, dans le futur, donc disons s'effilocher, mais lui donner cette sorte de consistance qui ferait sa capacité. User du présent, vous savez, c'est le grand mot de la sagesse qu'on trouve chez Marc Aurèle et chez les autres, n'est-ce pas? Utiliser le présent, et pour cela donc évacuer et le futur et le passé. Mais tout cela est donc de l'ordre de fragile dans le cueil le jour, le carpe diem, ou forcé dans l'impératif stoïcien de « tiens-toi au présent et circonscris-le autant que tu le peux », tout cela donc montre un présent qui ne cesse encore une fois, de nous échapper parce qu'il ne trouve pas de consistance, même si le terme qu'il désigne, paron, présent, contient en lui le radical de l'être. Donc nous avons oscillé dans la tradition européenne entre cet effort ou cet ordre de se concentrer sur le présent, donc un impératif, sur le mode du commandement, et d'autre part, la célébration du présent comme étant ce qui seul est précieux. Vous trouvez cela chez les Grecs, chez les Latins, vous le trouvez aussi magnifiquement déployé chez Goethe, dont toute la pensée est une revendication du présent, dans un contexte romantique où, disons, la part de rêve du futur ou la part nostalgique du regret importait beaucoup, dans l'attitude de Goethe a été de ne cesser de répéter cette revendication du présent à l'encontre, disons, de la tentation de se reporter ou dans le futur ou dans le passé. Grande phrase de Goethe, « La présence est la seule déesse que j'adore ». Donc on n'est pas sorti de la tradition européenne de ce paradoxe qui est que le présent, c'est un point, et comme un point sans extension, donc quelle existence? Ça c'est le présent de la physique chez Aristote. Et puis la présence c'est aussi un tout dans l'expérience, tel qu'on le vit. Et c'est ce que dit si bien Aristote à propos de l'analyse du plaisir. Non plus le tonun, l'instant présent, c'est plus un point, c'est un toolon, c'est un tout, parce qu'au moment du plaisir, eh bien, la pensée du temps elle-même disparaît et on est totalement pris dans ce présent, mais dont on n'a pas conscience comme tel. Donc les démarches ont été, à partir de là, de chercher comment circonscrire du présent, le découper, le détacher. La solution stoïcienne, c'est par l'action. Et au fond, c'est l'action qui découpe du présent dans ce temps comme ça, qui ne d'écoulement, de flux continu. Eh bien, l'action, elle, a un début, une fin, donc elle découpe du présent. Est-ce si vrai? Chrysippe dit, le présent, maintenant, c'est que je me promène, le présent de ma promenade. Oui, c'est vrai qu'il y a un début de la promenade et une fin de la promenade, mais avant de commencer la promenade, on y a pensé. Après avoir fini sa promenade, on y repense ou, disons, on se repose. Donc, est-ce qu'on peut aussi bien détacher, découper par l'action un présent consistant? Ce n'est pas sûr. Et la preuve, je l'ai dit, c'est que les stoïciens en reviennent à l'impératif pour imposer ce commandement de la découpe du présent. Alors, vous savez que cette question du présent, elle a connu un tournant essentiel dans la tradition européenne. J'insiste sur le présent parce que nous vivons qu'au présent. C'est notre affaire, le présent, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que nous sommes en vie. Elle a trouvé son grand tournant de la pensée européenne avec Augustin. Avec Augustin, puisque là, il y a un grand tournant qui s'opère dans la philosophie, dans la conscience européenne en général, qui est que si je ne sais plus si le présent existe, pris comme il est entre le futur et le passé, qu'est-ce que je sais par contre, c'est que je me souviens, et ça donne du passé, j'espère ou j'attends, et ça donne du futur, et le présent entre les deux, grande pensée d'Augustin, qu'est-ce qui fait que je constitue du présent? C'est que je suis attentif. C'est l'attention qui fait le présent. Qu'est-ce qui a été essentiel dans cette mutation d'Augustin? C'est que c'est l'avènement de la figure du sujet. C'est là que le sujet, que la subjectivité apparaît effectivement dans la pensée. C'est pas pour rien qu'Augustin est un penseur chrétien. C'est donc que de l'objectivité du temps, je ne sais plus rien, moi j'en suis pas sûr, donc je ne suis pas sûr d'une objectivité du présent. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux me souvenir, ça fait du passé, je peux attendre ou espérer, ça fait du futur, et entre les deux, je peux être attentif. Donc c'est l'attention qui définit du présent. La question est la suivante.
c'est que si c'est l'attention qui constitue du présent, à quoi suis-je attentif? À quoi puis-je être attentif? C'est là que la question de la présence va revenir. L'exemple que prend Augustin, vous le connaissez sans doute, c'est un air de musique. J'écoute une mélodie et donc je suis attentif à l'écoulement de la musique, note après note. Et cet exemple a été repris par Husserl, tentant encore, n'est-ce pas, d'essayer de donner une extension au présent, en disant oui, justement, mais quand j'écoute une mélodie, il y a le son présent, aussi court qu'il soit, mais il contient encore le son passé et il contient déjà le son à venir. Donc j'ai bien une attention qui est déployée entre ce qu'il appelle l'attention entre protension et rétention, rétention de ce qui vient de passer et protension de ce qui va venir. Oui. Donc on dirait là il y a une solution pour donner consistance au présent, c'est être attentif dans cette ouverture entre attention, protension, rétention, bref, cette ouverture comme ça qui s'évase, se déploie dans cette capacité d'attention. Oui, simplement, il y a une limite à cela. C'est que pour qu'on soit attentif, même en déployant cette capacité d'attention entre pro et rétention à la façon de Husserl, c'est qu'il faut un objet temporel, un Zeitobjekt. Et la question, c'est que quand j'écoute une musique, oui, il y a bien un objet temporel. Vous écoutez un exposé, il y a bien un objet temporel qui donc découpe du présent. Mais quand il n'y a plus d'objet temporel consistant, comme quand on dit, ce que dit Bergson notamment, être attentif à la vie, est-ce qu'on peut être attentif à la vie comme on est attentif à un air de musique s'il n'y a plus cet objet temporel, ce Zeitobjekt, qui peut le délimiter? C'est ce qui fait, me semble-t-il, que cette réflexion, elle n'aboutit pas. Et donc peut-être qu'il faut prendre la question du présent par un autre bout. Et c'est ce que je proposerai en pensant le présent à partir de la présence, en pensant que c'est la présence, c'est-à-dire l'entrée en présence, donc la rencontre, bref, ce heurt de la rencontre qui fait émerger de la présence, qui constitue un effet de présence. Donc c'est la présence qui fait le présent. C'est la présence qui promeut le présent. Promeut au sens de mettre en valeur, faire apparaître, rendre sensible. Et donc, je disais en préférant l'allemand, effectivement, Gegenwart en allemand dit les deux, la présence et le présent. La présence, c'est-à-dire la proximité spatiale, et le présent, l'actualité temporelle. Au point que c'est donc l'éruption de la présence, quand de l'autre, il faut apprécier qu'à l'autre, quand de l'autre, comme ça, entre en présence, que c'est cela qui fait surgir du présent. Que c'est donc la présence, à défaut d'objet temporel, n'est-ce pas, que c'est la présence qui découpe et constitue du présent à vivre. Bon, je prendrai simplement la présence à cette conférence, n'est-ce pas? Parlons de ce que nous vivons à l'instant. Qu'est-ce qui fait ici? Qu'est-ce qui constitue du présent à vivre? C'est justement cette présence partagée à ce moment, en ce lieu, donc ici et maintenant. On me dira, oui, on enregistre. On pourra réécouter. Oui, mais ce ne sera plus du tout la même chose. Certes, c'est plus commode de se dire, au fond, je branche quand je veux. Je me connecte et je me déconnecte. Oui. Simplement, entre l'effet de présence, constitué par le fait que nous sommes tous sortis de chez nous au même moment pour nous retrouver ici dans ce lieu et se voir face à face, ça fait un effet de présence. Alors que la présence, telle qu'elle sera reportée sur écran,
avec j'écoute puis j'écoute plus, ça m'intéresse plus maintenant, je vais rester d'arrêter tout à l'heure, je bois mon café, je réponds sur mon smartphone, etc. Bref, toute cette dispersion que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Non seulement ça déconcentre la présence, mais ça la défait. Ça retire de l'existence sa capacité de détacher un moment, si court qu'il soit, dans le temps, qui fait qu'il y a cette sorte d'attention, comme ça, qui n'est pas seulement concentrée, mais qui est captée, qui est, comme ça, s'imposant par le détachement qu'elle produit. Pour ça, personnellement, quand je fais des conférences, on me dit on vous enregistre, je dis non, n'enregistrez pas. Ah, mais on ne comprend pas tout. C'est pas grave, il faut de la perte. Mais c'est la perte qui fait la présence. C'est justement ce que, voilà, on dit verba volant, les paroles volent, scripta manent, les écrits restent. Mais oui, verba volant, les paroles volent, même, je mettrais ça, verba volant, que les paroles volent, oui, qu'elles volent, qu'elles s'envolent, qu'elles se dispersent, qu'elles disparaissent. C'est ça qui fait la présence. Vous voyez que ce que dissout la présence numérique d'appareils, c'est qu'elle fait disparaître ce risque de la perte, de l'absence, de la faille. Et donc, dans l'idée d'une sorte de régime continu de la présence qui n'est plus, comme ça, mise en danger. Or, c'est la mise en danger de la présence par l'absence, par la perte, qui fait émerger de la présence. La présence se rehausse de sa perte. Or, je crois que nous ne savons plus. C'est ça qui perd la présence. La perte de la présence, c'est que la présence ne sait plus accepter sa perte. Sa perte comme étant sa perte, justement, que viendrait réparer le système organisé du numérique, etc. L'expérience que j'ai pour les documentaires, quand vous, par exemple, si vous voyez une présentation d'un monument à la télévision, dans un documentaire, on le verra évidemment beaucoup mieux par le biais du documentaire que je ne le vois quand j'entre dans le monument et que je suis dans une position comme ça en bas, et que je lève la tête et que je vois un peu ceci, un peu cela, mais pas plus. Donc on dira le documentaire est beaucoup plus instructif. Oui, simplement il a défait la présence. Ce que vous voyez dans un documentaire à la télévision, ou sur, tout ce qui nous encombre aujourd'hui, ne nous rend pas présents. Nous instruit, certes, nous renseigne sur ce lieu, ce monument, et nous le montre d'en haut, d'en bas, par hélicoptère, etc. On voit tout, oui, simplement on n'est plus présent. On a escamoté cette capacité d'entrer dans ce lieu un jour, à un moment, à tel état de fatigue, et de lever les yeux. Bref, c'est ça qui faisait de la présence. Or, évidemment, le documentaire nous en dit beaucoup plus, nous instruit mieux, et en même temps, bif, défait, n'est-ce pas, cette capacité d'accès à du réel dans sa présence, tel que le voyage, la visite, le permet. Il faut donc le reconnaître, que la présence s'actualise ou s'active sur fond d'absence ou par l'absence, qu'il y a perte, mais que cette perte est féconde, parce qu'elle est elle qui rehausse. C'est sur fond d'absence ou de perte que la présence se détache et promeut du présent. Or, peut-être que nous ne savons plus perdre aujourd'hui. On veut tout garder, tout enregistrer, tout mettre en mémoire, tout conserver. Et c'est peut-être cette perte du sens de la perte qui perd la présence, effectivement, qui organise donc une perte bien plus massive que toutes nos pertes accidentelles ou circonstancielles, qui organise la grande perte de la présence sous ce prétexte de ne pas perdre du tout, de tout conserver, enregistrer, bref, mettre en mémoire ce que l'ordinateur sait si bien faire. Notre présence serait peut-être plus active encore si nous pouvions dialoguer, n'est-ce pas ? Pour que le face-à-face ou le vis-à-vis puisse s'activer, je vais néanmoins persévérer dans ma solitude, si j'ose dire, mais pour essayer de faire avancer ce second point, qui est que la présence est de l'ordre, non pas de l'être, mais de l'événement.
Dire la présence n'est pas de l'être, c'est évidemment au départ contradictoire. Contradiction d'un terme même, puisque présence, c'est étant, devant. C'est bien être qui est compris dans le mot présent. Paron, presence, présent. Et cela a été dit, repris par Heidegger, l'idée que einai en grec ne signifie pas vraiment être, mais être présent, au sens de pareinai. Et donc, c'est forgé dans la pensée européenne cette identité de l'être et de la présence. Or, c'est contre elle que je voudrais aujourd'hui réagir pour retirer la présence de la pensée de l'être, de l'ordre de l'être, et, disons, rendre la présence à sa fonction d'événement, de heure, de rencontre, d'effet de présence dans son surgissement, ce que justement la présence, la nouvelle présence organisée par le numérique dissout d'effet, n'est-ce pas? Je dirais que la présence du numérique réinstalle la présence dans l'être, la durée, la stabilité, la constance, la non-interruption, la continuité, et donc dissimule ou détruit cet effet de présence par son surgissement, par son caractère aussi risqué, aléatoire. On ne rate jamais quand on veut se brancher sur YouTube ou sur, disons, le Zoom numérique, alors qu'on peut se rater quand on se donne rendez-vous. Là, le rendez-vous, il est toujours tenu, n'est-ce pas? On ne peut pas le manquer. Mais c'est justement ça qui fait perdre la présence. Donc, ce que je voudrais souligner par cette proposition de ce que la présence n'est pas de l'ordre de l'être, mais de l'événement, du événement événite, ce qui surgit, c'est pas ce qui émerge. C'est à l'encontre de cette présence qui s'installe, effectivement, avec le numérique, cette présence digitale, et qui, elle, au contraire, se pérennise et, disons, se conforte de sa durabilité, de sa non-interruption, en tout cas de ce qu'elle n'est pas soumise à la perte, comme l'est la présence effective dans l'existence. Donc, ce qui est en jeu, c'est que la présence ne doit pas être pensée selon la durée, à mon sens, n'est-ce pas? Selon la durée, mais comme surgissement. C'est d'ailleurs ce que nous dit Heidegger à propos des premiers Grecs, en nous disant que les premiers Grecs, c'est-à-dire avant le platonisme, avant, disons, la métaphysique, avant que la pensée de l'ontologie ne s'intronise, ont éprouvé la présence, non pas sous l'angle de la durée, mais sous l'angle du surgissement. Ce qui signifie donc, à la pensée de plus près, c'est que la présence n'est pas de l'ordre de la permanence. C'est ça qui fausse la pensée de la présence. Elle s'éprouve plutôt comme une sorte d'éruption abrupte, la venue en présence, donc comme événement. D'ailleurs, Heidegger, dans cette terminologie, a fait une distinction, je trouve intéressante, en inventant, en forgeant un mot, Anwesung, à partir de Anwesen, au sens de être présent, Anwesung pour dire le surgissement ou l'irruption de la présence, se distinguant de ce qui est Anwesenheit, l'état présent. Forgeant un mot pour dire ce surgissement de la venue à la présence. Donc il faut les distinguer dans le champ global et indéterminé de la présence, en allemand Anwesen, l'éruption de la présence, Anwesung, et puis l'état de présence, étant, n'est-ce pas? Étant, étal, Anwesenheit. Ce qu'on dit alors, dans cette venue à la présence, dans son irruption, dans son surgissement, n'est pas la simple subsistance, le fait de se tenir là, ni non plus la seule permanence.
mais donc quelque chose qui vient en présence et qui fait événement. Alors, ce que a montré fort bien Heidegger à cet égard, c'est que la tradition ultérieure de la philosophie, sous le titre de l'ontologie, a perverti cette présence comme irruption, comme événement, comme émergence, en l'installant justement dans les termes de l'être, à savoir de la durée, de la consistance, de la subsistance, bref, l'a donc trahi. Non seulement on a dévié, mais l'a trahi. Ce qui est éprouvé originellement sur le mode du surgissement se trouve donc figé dans la permanence, dans la consistance, dans une présence qui devient constante, ou plutôt dans la constance devient la détermination. La présence serait de la constance. Ständige Anwesenheit. Alors la question que je me pose, vous voyez, c'est justement si cette présence numérique, cette nouvelle présence, issue de cette révolution de la présence, n'est pas cette présence perdant la dimension d'émergence d'événements pour se réinscrire dans l'être. Dans l'être, la durabilité, la consistance, la subsistance. On range son ordinateur, puis on sait qu'on trouve tout de suite ce qu'on veut, enfin, tout de suite, si on est habile, mais disons, et puis que c'est là, que ça reste là, que c'est à disposition, qu'il y a la mémoire de l'ordinateur, n'est-ce pas, qui garde tout. Mais qui garde tout, c'est vrai. Mais justement, plus rien n'est saillant dans ce tout, plus rien n'émerge. La présence en est, disons, comme ça, pire que dissimulée. Elle se trouve comme ça, défaite par cette mémoire toute puissante. Ce qui fait la présence, c'est sa capacité à surgir de l'absence. Alors que dans la constance de la mémoire, ce lien à l'absence s'est perdu. Par là, cette présence dans son caractère effectif, d'être vraiment présent, se trouve biffée, occultée, par la permanence. Donc il ne s'agit pas seulement d'une déviation, il s'agit d'une dérive, d'une perte de l'effectif de la présence sous cette commodité de la durabilité et de l'ininterruption, qui sont au fond les deux grandes modalités prévalentes aujourd'hui, présentées comme commodes, n'est-ce pas ? La durabilité et, disons, oui, l'interruption. Au fond, le devenir permanent de la présence abolit l'effet de présence. Parce que quand elle devient permanente, quand elle n'est plus menacée par l'absence, la présence n'est plus l'objet d'une conscience effective. Elle n'est plus l'objet d'une prise de conscience, elle devient de l'étal, sous ce mode duratif, et donc perd le saillant de l'événement. Au contraire, la présence se rehausse d'être traversée d'absence. L'absence est effectivement éprouvée comme manque, mais c'est ce manque qui l'a fait saillir, qui l'a fait, disons, émerger. Alors que quand la présence, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, quand la présence, disons, s'installe dans le durable, dans le continu, eh bien, elle sature. Et dans cette saturation, elle devient stérile. C'est ça qui me paraît essentiel dans cette modalité de présence que, disons, produit en continu, eh bien, l'appareillage technique, tout ce qui repasse en boucle, tout ce qui est la mémoire de l'ordinateur, tout ce qui est comme ça, cette conservation continue de tout, et qui, au fond, non seulement estompe, mais défait l'effet de présence. Ce qui amène donc à penser le lien entre présence et conscience. Parce qu'au fond, il s'agit des mêmes choses. Je dirais qu'il y a la même opposition entre la présence comme permanence et puis la présence comme émergence, surgissement,
Et puis entre la conscience comme étant l'état continu de la conscience, quand on dit il est conscient ou inconscient, l'état conscient il est dans le coma, et puis prendre conscience. La prise de conscience, elle aussi étant soudaine et faisant irruption, faisant émergence, comme le fait l'effet de présence. Donc je pense qu'entre présence et conscience, on a en fait une logique similaire. Avec cette opposition, entre une permanence, la présence dans sa durabilité, ou la conscience, comme quand on dit état de conscience, ou être, il est conscient au sens de, il n'a pas perdu conscience, il n'est pas dans le coma. Et puis, la venue en présence d'une part, avec son heurt, sa rencontre, et puis la prise de conscience de l'autre, n'est-ce pas? Là encore, comme événement qui promeut de la conscience, et non pas qui la conserve. C'est vrai qu'on a défini la conscience comme, vous savez, la définition célèbre de Hegel, l'être là immédiat de l'esprit. Donc la conscience, ce serait la présence de l'esprit. L'être là immédiat de l'esprit, unmittelbar Dasein des Geistes. Donc c'est bien ça. Présence, la conscience, c'est la présence de l'esprit à lui-même. Être là, immédiat, unmittelbar. Ainsi, je suis conscient de ce que j'ai présent à l'esprit. Mais la conscience n'est pas seulement cet état psychologique d'être conscient dans la durée. Enfin, être conscient ou être dans le coma. La conscience, c'est aussi, c'est plutôt d'abord prendre conscience. Prendre conscience comme activité venant rompre l'état morne, étal, continu, entre conscient et inconscient de la conscience. Car notre conscience, dans sa durée, devient inconsciente. L'expérience que nous avons tous, n'est-ce pas? Tout s'égalise, tout, disons, s'intègre, et on a une sorte de, comme ça, de semblant de conscience continue, où tout s'estompe, et qui est cette sorte de, voilà, d'état de conscience, je dis étal, n'est-ce pas? Étal, et non plus à vif, mais comme ça, devenu une sorte de continuité enlisée. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur la venue à la conscience comme événement à l'encontre de cette conscience étale, parce que durable, de l'état de conscience. Oui, on l'a beaucoup revendiqué dans la littérature comme la fonction, par exemple, de la métaphore. La métaphore, c'est parce qu'elle fait surgir la conscience. La métaphore, elle est justement une médiation immédiate, n'est-ce pas? Il n'y a pas un comme de comparaison, il y a juste c'est une sorte de détour immédiat qui fait surgir. Si par exemple je dis, comme Baudelaire, cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, pour décrire une chevelure, dans le poème La Chevelure, voilà, je fais surgir la chose par la métaphore. La métaphore fait donc émerger. C'est pour ça que, chez Proust notamment, la métaphore est si importante, parce que c'est elle qui fait émerger à la conscience ce que le discours continu laisse dans une sorte de conscience molle. Mais au contraire, rend vive la prise de conscience, fonction de la métaphore. Dans la tradition d'Extrême-Orient, vous savez à quel point c'est important, se faire venir surgissant à la conscience. Donc, faire venir surgissant à la conscience, faire venir surgissant à la présence, c'est la même chose. Par exemple, dans la tradition du zen. Tout le zen porte autour de ça. Il y a une sorte de conscience comme ça, continue, diffuse, molle, conscience-inconscience qui nous occupe tous, n'est-ce pas? Et toute la stratégie du zen, c'est de faire surgir de la conscience où on réalise au sens to realize de l'anglais, n'est-ce pas? Où soudain quelque chose émerge qui fait qu'on prend conscience en s'ouvrant à une présence soudaine. Par exemple, toutes ces stratégies du zen sont très élaborées pour nous sortir justement de ce régime de conscience inconsciente, de présence absente dans lequel notre vie se continue comme ça indéfiniment. Non, pour faire réémerger quelque chose qui surgit.
et donc qui fasse saillie avec l'aspect brutal, heurt de cette saillie. Vous savez que dans la tradition des maîtres de Zen, quand on pose des questions classiques, pourquoi le Bouddha est venu, etc., la réponse, c'est un coup de bâton, c'est cracher par terre, c'est donc quelque chose qui heurte et qui interrompt ce cours continu d'une présence-absence, d'une conscience inconsciente, qui interrompt ça pour faire jaillir, surgir un effet de présence, un effet de conscience, qui soit un effet effectif, et non plus ce ronronnement continu de présence-absence et de conscience inconsciente. Vous savez, dans la tradition aussi de la culture d'Extrême-Orient, la forme brève en poésie, le quatrain chinois, le haikai japonais, c'est ça, n'est-ce pas? C'est justement par un minimum de mots, rompant avec le discours continu des mots, faire émerger cette capacité de rupture et donc de surgissement, quelque chose qui est à la fois présence et conscience. Par exemple, un cerisier en fleurs. Alors, les cerisiers en fleurs, on en a tout le temps. Simplement, on les voit sans les voir. On y est présent sans y être présent. On a conscience d'une conscience diffuse. Non, faire émerger, justement, par une rupture, quelque chose qui, à la limite, est une rupture, donc, avec son caractère d'effraction. L'effraction. La présence ne se fait, la conscience ne se réalise que par une effraction. Donc, une effraction qui rompt le cours continu, diffus, enrobé, cotonneux, si vous voulez, de la conscience et de la présence. Or, il me semble que ce qu'organise la révolution de la présence que j'évoquais en commençant, que nous sommes tous, n'est-ce pas, les témoins ou les sujets passifs, voire les victimes, eh bien, c'est qu'elle organise une sorte de présence cotonneuse, d'une conscience comme ça diffuse, d'une sorte de régime bas, si vous voulez, de l'existence, parce que pris dans cette sorte de continuité qui n'est plus heurtée, qui n'est plus comme ça interrompue par de l'émergence d'événements. Donc, perte de conscience et perte de présence, c'est la même perte. Parce que c'est basculer dans une sorte de conscience comme ça, étale et continue, qui n'est pas vraiment consciente, dans une présence étale et continue, qui n'est pas vraiment présente. Et donc juste, je crois, de se référer... Heidegger l'a mis comme ça... on a fait un élément essentiel de sa réflexion, et ce rapport entre la présence et le retrait. Au sens que c'est le retrait qui fait surgir en présence. Donc la présence, non seulement, disons, se détache par l'absence, mais disons, c'est l'absence qui fait émerger la capacité de présence. Et donc il faut, si je le dis par rapport à aujourd'hui, se garder comme de la peste de cette sorte de présence continue, n'est-ce pas, comme les gens qui écoutent la musique comme ça, comme un fond, n'est-ce pas. Moi, je suis prêt à aller écouter un mauvais concert, voilà, pas forcément le plus performant, plutôt que de mettre un disque ou de brancher mon portable. Parce que justement, la musique ne retentit jamais de la même façon quand on l'a en enregistrement ou quand on l'a comme ça à vif, c'est-à-dire dans un effet de présence, qui effectivement, une fois que la séance est finie, c'est plus rien, il n'y a plus de trace. Mais c'est ça qui fait la présence, et c'est ça qui porte l'écoute. Et votre écoute aujourd'hui, maintenant, par rapport à l'écoute, quand vous écoutez la même conférence en Zoom, est différente. Et cette différence, elle est abyssale. Et cette différence, c'est ça justement qui fait qu'on vit vraiment, on accède à la vraie vie, ou alors on est dans une sorte de vie étalée qui n'est plus qu'une pseudo-vie ou un semblant de vie. Donc, vertu du retrait, Entzug, comme dit Heidegger, cette capacité de se tirer d'eux, de se retirer d'eux pour pouvoir accéder à. N'est-ce pas ? C'est chez Heidegger ce rapport entre Entzug, sich entziehen, se retirer d'eux pour justement accéder à, c'est ce que anwesen, c'est-à-dire être effectivement auprès. Retrait, accès. Il faut penser cette modalité-là. Il n'y a d'accès que par retrait ou à l'ombre du retrait ou menacé par le retrait. Mais disons, ce rapport entre accès et retrait est essentiel. Et c'est ça qui fait qu'il y a la présence effective. C'est qu'on entre en présence,
On entre en présence parce qu'on peut en sortir, parce qu'on vient de l'absence. Donc, le retrait n'est pas ce qui peut paraître une perte, en fait, est une activation, une promotion. Et je crois que notre époque ne sait plus accepter la perte, quand une fois veut tout conserver, qu'elle ne sait plus accepter la mort. Et donc qu'elle instaure un régime de pseudo-présence continue, nous confortant par le fait qu'il n'y aurait plus de perte, qu'on aurait accès à tout, qu'on serait virtuellement présent à tout, que donc une sorte de grand coton, n'est-ce pas, dans lequel on est sous le cloud, n'est-ce pas, enfermé, et qui fait que, eh bien, il n'y a plus de avif qui soit effectivement possible. Vous voyez, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est la peur de la perte qui fait la perte. C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur de perdre quelque chose, et encore une fois, quand on enregistre, c'est déjà ça, ou quand on filme pour plus tard, quand on a peur de perdre, ben c'est ça qui constitue la vraie perte. Alors, néanmoins, on pourrait dire, mais est-ce que cette revendication de la présence n'est pas encore un reste de métaphysique? J'ai dit que pour moi, la présence était à entendre sous l'angle de l'événement et non pas de l'être, donc à l'encontre de l'autologie, donc de la stabilité, la durabilité, la permanence, la consistance, bref, tous ces prédicats de l'être. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas encore dans la présence quelque chose qui serait, tel que je la revendique ici, sous la figure de l'événement, du heurt, de la rencontre, est-ce qu'il n'y aurait pas encore là un reste d'ontologie un peu plus dissimulé? Vous avez ce soupçon qu'on ne sort jamais de la métaphysique, c'est un soupçon qui nous tient depuis longtemps, qui a été très, d'ailleurs, brillamment mis en scène. On veut sortir de la pensée de l'être, mais peut-on en sortir? Ou jusqu'où en sortons vraiment, n'est-ce pas? Est-ce que cette sortie de la métaphysique, on l'effectue véritablement, ou est-ce qu'on n'est pas toujours dans des avatars ou des, disons, de cette métaphysique? Quand je dis cela, j'ai en tête plus précisément le fait que quand on se demande si cette pensée de la présence, même en la revendiquant comme événement, à l'encontre de l'être, donc comme rupture et non pas comme durabilité, stabilité, etc., les prédicats de l'être, est-ce que quand on la revendique néanmoins ainsi, on n'est pas encore sous, disons, une sorte de prérogative de la métaphysique? Est-ce qu'on n'est pas encore dans ce einai par einai, cet être comme étant être présent? Notamment, c'est ce que la critique qu'on a pu faire à l'égard de cette pensée de la présence en rapport à la conscience, qui est celle de l'évidence. Vous savez, chez Descartes, l'évidence, c'est quand même voilà, d'où vient la lumière de l'esprit. Et de Descartes à Husserl, l'idée que l'esprit se justifie d'une capacité d'évidence par un parfait recoupement et qui s'opère en lui, parfait recouvrement, n'est-ce pas, de l'un par l'autre, dans l'esprit. Est-ce que ce n'est pas encore à soupçonner un peu? En tout cas, vous savez que c'est ce qu'a fait magnifiquement Derrida avec le concept de la différence, avec un A, n'est-ce pas? La différence, finalement, dissoudrait toute présence. Différence avec un A, donc renvoyant à ce verbe différer en français, qu'au fond, il n'y a toujours que de la différence, c'est-à-dire un processus de différence qui est à l'œuvre sans qu'on puisse isoler et détacher une présence possible. C'est notamment la façon dont Derrida relie Husserl et soupçonne cette pensée de l'évidence, de la présence comme cela de l'esprit à lui-même, de la conscience à elle-même, telle qu'elle pourrait comme ça se détacher et, disons, nous donner une assurance de la pensée. Donc il faut prendre le concept de différence chez Derrida avec un A a servi justement comme grande machine de guerre pour renverser la métaphysique, donc la pensée de l'être, et donc aussi de l'être présent. Mais je répondrai à cela pour justifier le maintien de cette pensée d'une présence, mais d'une présence non pas sous les termes de l'être, mais sous les termes de l'événement,
du surgissement, du heurt, de la rencontre, le fait que chez Derrida, cette pensée des différences vient du champ linguistique, de Saussure d'abord, et donc du fait qu'effectivement, dans la langue, il y a renvoi permanent. Il n'y a toujours que renvoi. C'est pas, le signe est toujours dans une sorte de différence, de renvoi. Mais qu'il y aura distingué deux termes, j'avais fait cette distinction ici il y a déjà quelques années, entre différer et reporter. Et je pense que cette distinction-là peut servir à nouveau à propos de la présence, pour sauver la présence d'une sorte de différence indéfinie qui serait, disons, sa dissolution. Oui, je distingue les deux. Différer, au sens repris par Derrida dans différence, c'est différer pour laisser venir, pour laisser mûrir. Différer laisse advenir. Reporter me semble tout autre, même si les mots sont synonymes. Reporter, c'est trahir en évitant l'urgence. Je pense qu'il y a dans différer une capacité de laisser venir, c'est ce que le mot fait entendre, alors que dans reporter, il y a une lâcheté de ne pas faire face au présent dans son surgissement. Quelqu'un qui nous lit très bien, c'est Proust. C'est Proust, dans toute cette analyse qu'il fait du report au sens de trahir, au sens de lâcheté, ce sont ces termes, n'est-ce pas, et notamment du grand report qui est de se mettre à écrire. Toute la recherche du temps perdu est quand même travaillée et traversée par cette idée de demain j'écrirai. Et report continue de jour en jour, ce que Proust a appelé dans La Bouche de Saint-Loup la procrastination, reportée à demain, n'est-ce pas? Procrastination. Mais je pense justement que la procrastination, reportée à demain, ça c'est la perte de la présence et du présent, et vous le voyez bien dans une scène magnifique qui est celle des clochers de Martinville. À un moment, le narrateur ne reporte pas. Il ne reporte pas, et qu'est-ce qu'il fait surgir? De la conscience, de la présence. Il fait venir à la présence, venir à la conscience quelque chose, ces fameux clochers. Puisqu'ils émergent comme ça dans le lointain, et puis au lieu de reporter, eh bien, le narrateur à côté du clocher se met à écrire. Et donc, ces clochers comme ça, qui apparaissent, disparaissent au détour du chemin, et finalement, quand il a fini sa page et que se finit la promenade, eh bien, il a un cri de coq en joie, n'est-ce pas? Voilà, il est entré il a accédé à la présence, il a accédé à la conscience parce qu'il n'a pas reporté. Donc, je pense qu'il y a, par rapport à cet ultime soupçon à l'égard de la présence, que pourrait être la différence derridienne, l'idée qu'au fond, il y a quelque chose qui est proprement éthique, qui est le non-report. Et le non-report, c'est d'affronter la présence dans son surgissement, avec cet effet de conscience qui en est le bénéfice. Alors, si je continue à mettre en question cette présence événement, telle que je la revendique, à l'encontre de la présence, j'allais dire, endormissement, que les médias organisent, ou que le numérique, n'est-ce pas, dans lequel le numérique nous installe, je me demanderais quand même si, pour préciser ce qu'est la perte de la présence donc aujourd'hui effritée, escamotée, que j'ai comme une perte donc, par rapport à un autre mode de présence-absence qui a été revendiqué notamment dans les cultures d'Extrême-Orient, j'y reviens, qui n'est pas donc une présence-absence parce que présence abîmée, mais une modalité d'entre-deux, entre présence-absence, ce que l'esthétique d'Extrême-Orient a beaucoup déployé. Comme on dit en chinois, entre il y a et il n'y a pas. Présence-absence. Donc je distinguerai, si vous voulez, ce qui est perte de présence, comme présence effritée, escamotée, reportée, perte, et puis une modalité subtile de la présence. La présence, sont traversées d'absence, présence évasive, présence faisant entendre le lointain dans le proche, telle que notamment la culture d'Extrême-Orient, culture, c'est-à-dire poésie, peinture d'Extrême-Orient, je pense
spécialement la Chine, a développé. Alors je pense qu'on peut distinguer deux présences-absences. L'une, que je signale comme perte, c'est la présence qui se défait par absence, parce que renonçant au caractère, à être traversé d'absence, et puis cette présence fade, si j'ose dire, évasive, qui laisse entendre le lointain dans le proche. Tout à l'encontre donc du télétravail, du téléphone, télévision, enfin ce télé qui nous obsède aujourd'hui, qui est cette capacité de évaser la présence, moins peut-être la diluer que l'évaser, c'est-à-dire la rendre évasive, c'est-à-dire la rendre ouverte, comme ça, à cette dimension d'absence qui, de ce fait même, l'anime. C'est toute la vertu du blanc dans le tracé du pinceau chinois, n'est-ce pas, qui évase le tracé et qui donc lui donne une sorte de suspens, une sorte d'animation du fait qu'il n'est pas, comme ça, strictement tracé. Ce qui pose donc une question qui est que si on a pu comme ça évaser la présence, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'hystérique dans la présence. D'hystérique, n'est-ce pas ? Je reprends le terme chez Deleuze et puis dans ce qu'il en dit à propos de Sartre. Le fait que il y a peut-être un excès de présence, n'est-ce pas ? Un excès de présence, c'est-à-dire une sorte de présence qui s'imposerait à nous jusqu'à supprimer toute possibilité de représentation, tellement cette imposition serait forte et violente. Donc peut-être qu'on peut penser un mode de déshystérisation de la présence, de présence donc évasive, laissant sa place à l'imagination, laissant sa place donc à, l'évasion de l'esprit, mais qui est tout autre que la présence absente que je désignais en commençant, dans la menace d'une révolution de la présence, telle que l'organise le numérique. Donc je crois qu'il faut distinguer cela pour ne pas, si vous voulez, rester dans une sorte de mythologie de la présence comme étant le bonheur parfait, mais de voir qu'il y a des modalités qui peuvent travailler la présence et, disons, en promouvoir les virtualités sans être du tout, ou plutôt étant à l'encontre de cette présence défaite, escamotée par sa durabilité, par sa suppression de toute absence, de tout vide, de tout creux, bref, telle qu'elle présence cotonneuse dans laquelle nous sommes ainsi installés. C'est dans la culture japonaise l'importance de la présence tamisée, n'est-ce pas ? Si vous lisez par exemple, dans le Genji, vous voyez bien que les personnes se rencontrent rarement face à face, mais très souvent derrière des stores, derrière des importances de tous ces rideaux, n'est-ce pas ? C'est un peu chinois aussi, n'est-ce pas ? Ces rideaux de perles qui font que la lumière est tamisée, que l'autre on le voit sans le voir, donc ça permet des jeux, n'est-ce pas, de rencontres subtiles où justement on n'est pas dans l'hystérie du face-à-face ou dans une sorte d'excès de la présence comme ça, encombrant l'autre. Donc on peut avoir des effets, si vous voulez, de présence diluée qui ne soient pas du tout, qui soient même inverses de cet escamotage de la présence tel que je le désignais précédemment. Bon, vous voyez que finalement, si je dis, cette seconde proposition, que la présence ne relève pas de l'être, elle relève de quoi ? De l'autre. Au fond, c'est ça qui est en jeu. C'est que la présence, c'est toujours l'émergence de l'autre. Et de l'autre, comme on dit, enfin, avec un « de », comme ça, pas forcément de l'autre en tant que personne, mais de l'autre comme quelque chose qui fait effraction dans le même et qui s'y signale. C'est ça qui me paraît faire la présence. L'autre qui peut être un monument, une peinture, une musique, etc. Mais c'est le fait qu'il y ait de l'autre qui surgisse et qui fait que le champ, comme ça, continu de la conscience se trouve assailli et voire traversé, voire fissuré par cette émergence de quelque chose d'autre. Donc je crois que c'est ce rapport-là entre passer de l'être à l'autre pour penser la présence et donc penser la présence sur le mode de la rencontre.
Au fond, ce que dissout la présence digitale, c'est la rencontre. C'est l'expérience que j'ai eue pendant un an. Ayant fait des conférences dans ce même lieu pendant un an, retransmises par Zoom, j'ai vécu une expérience étonnante, insupportable même. Ça, je le mesure, ça, je le dis aujourd'hui parce que nous reprenons ce cours en présence et que je veux le manifester, voir sur un mode, je veux dire, parce que je pense qu'il y a urgence. C'est que j'ai passé un an, donc mes collègues comme ça, avec une pire perspective de la semaine, ce cours aujourd'hui, ce cours devant tous les fauteuils vides, n'est-ce pas? C'est pas que les fauteuils soient vides qui m'a gêné, c'est que je ne savais pas à qui je parlais. Alors on pourrait me dire, mais vous faites ça à la radio, ça se fait couramment. Oui, mais là c'était pire parce qu'il n'y a pas un regard. Il n'y avait pas derrière, c'était, je ne vois pas la personne qui capte, n'est-ce pas? Donc il y avait un semblant de présence, puisqu'il y avait des fauteuils, mais pas une âme, pas un regard en vis-à-vis. Je me suis rendu compte à quel point la parole, disons, non seulement souffrait, mais s'y perdait, et à quel point l'exercice de la philosophie devenait impossible. Donc là, il y a des conditions qui sont des conditions, certes, qui étaient extrêmes, mais qui signalent quelque chose à l'égard de quoi on doit être vigilant maintenant. Ça, j'insiste un peu comme ça sur cette perte, parce qu'elle est existentielle. Et je crois qu'il faut donc tenir compte de ce qui menace, effectivement, sous cette commodité technologique qui nous envahit, qu'on n'a jamais choisie, pour laquelle on n'a jamais voté, ce qui menace d'une extinction de notre capacité existentielle, c'est-à-dire d'accéder à la vraie vie. Donc si je reprends la question posée, pour finir, pourquoi la présence produite par le numérique, cette révolution de la présence d'aujourd'hui, n'est qu'une pseudo-présence, un facsimilé de présence, même pas un substitut, un facsimilé, c'est autre chose. Je l'ai dit parce que la présence, c'est de l'émergence, c'est de l'effraction, effraction qui vient de l'autre, il y a toujours de l'autre qui fait effraction. Présence comme événement, donc n'étant pas de l'être, donc n'ayant pas ces caractères rassurants de l'être, n'est-ce pas, de durabilité, mais qui génère une sorte d'inconscience continue. La présence du numérique, plutôt en numérique, n'est plus que de l'Anwesenheit, n'est plus d'Admessung. Cette téléprésence est trahie pour trois raisons que je vais dire rapidement. Je reprends rapidement. La présence numérique a effacé la perte, d'où sa sécurité fallacieuse, a effacé l'absence, d'où sa commodité paresseuse. Oui, j'ai des termes un peu négatifs, mais comme je suis en résistance, c'est normal. Deuxièmement, en étalant la présence, en la confondant avec la durée, la téléprésence a perdu sa capacité de conscience. Et enfin, de l'autre n'y est plus rencontré. De l'autre n'y a plus en tant qu'autre dans son surgissement. L'autre s'y trouve d'emblée assimilé, encadré. Oui, c'est le cadre de l'écran, n'est-ce pas? Il est cadré, d'emblée cadré, mis en écran. Il n'y a plus l'heure de la rencontre. Et c'est sur l'heure de la rencontre que je voudrais finir, que j'ai déjà invoqué. Le rabattement de la présence, c'est le rabattement de la rencontre. C'est ce si beau terme introduit par Héraclite, quand il parle d'enkuresis. On se heurte à. Qu'est-ce qui fait la rencontre? Je crois, pour aller vite, trois traits principaux. La rencontre n'est pas prédictible, n'est pas anticipable. On ne sait jamais comment une rencontre va se passer. Je peux préparer la rencontre, demain je vais rencontrer telle personne, préparer tout ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Or, c'est ce que défait le numérique. Dans la rencontre numérique, il n'y a pas rencontre parce que c'est prédictible. On sait ce qui va se passer. Il n'y a plus cet aléatoire, ce risque, ce danger que ça se passe tout autrement. Donc la rencontre, elle, n'est pas prédictible. Or, le numérique prédit, anticipe. La rencontre est captée. Deuxième trait, je dirais, la rencontre est toujours contemporaine d'elle-même. Elle n'est ni avant ni après. Elle est d'ici et maintenant, comme maintenant. Or, le numérique, lui, répète, reproduit la rencontre autant qu'on veut. Donc, c'est comme ça qu'il dissout la rencontre. Elle n'a plus d'actualité.
Et enfin, la rencontre, c'est du contre. Le mot français le dit. En allemand aussi, Begegnung, Gegen. La rencontre, c'est du contre, donc elle est tendue, fendue par le face-à-face, par le vis-à-vis. La rencontre, c'est du vis-à-vis et du dévisagement. Or, le numérique désamorce ce choc de la rencontre. Il la rend étale, lui fait perdre son essor justement en la démunissant de son risque. C'est ça qui est disons, le plus violent dans cette révolution numérique, c'est qu'elle estompe tout ce qui est risque, tout ce qui est perte, tout ce qui est au profit de commodité, au profit d'économie, au profit donc d'une sorte de neutralité qui en fait est fallacieuse. Alors c'est vrai qu'on peut faire l'éloge de la rencontre numérique ou de la présence qu'elle instaure en disant autrefois, jusqu'à présent, nos rencontres étaient aléatoires. On croisait quelqu'un, on ne croisait pas, bon, comme ça. Alors que la rencontre par numérique, cette présence-là, elle est à la fois décuplée et en même temps ciblée autant que je veux. Je peux trouver tous les paramètres qu'il faut. Donc j'ai une rencontre à la fois décuplée, c'est-à-dire illimitée, et en même temps ciblée, visée plus précisément. Donc c'est plus le hasard de la rencontre au café ou de la rencontre comme ça dans la rue. Non, j'ai une rencontre beaucoup mieux organisée, puisqu'elle est, encore une fois, illimitée dans le pouvoir de rencontrer indéfiniment de gens, et en même temps ciblée, je peux préciser les paramètres autant que je veux. Donc, elle est moins restreinte, cette rencontre par numérique, et moins aléatoire. Et en plus, je l'interromps comme je veux, parce que quelqu'un que je rencontre, après, il faut s'en débarrasser. C'est bon. Alors que le numérique, non, j'arrête, j'appuie sur le bouton, enfin, hop, j'en suis libre, n'est-ce pas? Donc, c'est toutes les commodités, mais ça qui fait perdre. Donc, cette rencontre virtuelle, la télé-rencontre, elle est fallacieuse, oui, parce que sous cette figure de illimité émancipé, parce qu'elle est virtuelle, dissimule à quel point elle est manipulée. Manipulée par les logiciels, préorientés, cadrés, et souvent manipulée par les intérêts de marché. Enfin, tout ce qui est, tous ces algorithmes qui sont comme ça dessous pour essayer de nous la cadrer de façon la plus favorable et donc nous la faire mieux consommer, n'est-ce pas? On consomme de la rencontre indéfiniment maintenant. Est-ce qu'on peut télé-aimer? Moi, ça fait beaucoup, ce que j'apprends, n'est-ce pas? C'est-à-dire rencontrer par écran, rencontrer... Alors, j'imagine, des romans l'ont décrit, cette capacité à... on fait ça comme ça sur Internet, et puis chacun donne ses précisions, etc. Et puis, bon, si on veut les photos, et tout cela. Est-ce qu'on se rencontre effectivement? On peut s'échanger, oui, échanger, oui, mais rencontrer, peut-être pas. C'est là qu'il y a la différence essentielle entre, disons, ce qui donne accès à la rencontre, et on sait, alors c'est écrit dans un roman, j'ai entendu parler, qui est justement quand on a été en rapport comme ça à télé pour s'approcher, et puis quand on se donne rendez-vous au café, qu'est-ce qui se passe là? Alors l'heure est d'autant plus grand, parce qu'on a pu cadrer, projeter, imaginer autant qu'on veut l'autre, et puis quand il est en face à face, là, assis devant nous, c'est jamais lui, c'est jamais tout ce qu'on a pu pas seulement fantasmer, mais disons prévoir, présager. Donc on voit bien que ce qui fait saillir là, c'est la rencontre en tant que heure. Heure qui échappe à toute prise, c'est ça qui fait qu'il y a rencontre, c'est ça qui fait qu'il y a présence de la rencontre. Donc je vois qu'il y a quelque chose d'essentiel là. Alors on pourrait se contenter évidemment de télé-aimer indéfiniment, sans jamais rencontrer en personne, comme on dit, en chair et en os, hein, et qui serait cette rencontre numérique. Mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est qu'on n'est pas sorti de soi. On est dans une sorte, on a assimilé l'autre, selon ses critères, selon ses au gré, n'est-ce pas? Et on a donc consommé une représentation de l'autre, même si on le voit présent sur l'écran, hein. Et l'écran, qu'est-ce qu'il devient? Il devient miroir. Donc l'écran de nos ordinateurs devient un miroir où on se retrouve soi-même, n'est-ce pas? Et donc au gré, commode, évidemment, sans risque, et puis autant de temps qu'on veut, et on arrête quand on veut. Mais qu'est-ce qui est perdu? C'est ça la perte de la présence. Donc la téléprésence, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait rater, qu'est-ce qu'elle nous fait perdre? C'est ce que je reviens à ce concept qui me paraît d'usage, c'est qu'on ne décoïncide plus de soi. On reste dans une sorte de coïncidence continue, dans le temps, dans l'espace, virtuellement aménagé, une sorte de coïncidence, d'adaptation, d'adéquation, comme ça, sans accroc, sans fissure. Simplement,
on n'a pas décoïncidé de soi. Et pour rencontrer, il faut décoïncider de soi. Sinon, on ne peut pas rencontrer l'autre. Chacun est en soi, n'est-ce pas? Donc, ce qui se perd là, c'est cette sorte de décoïncidence qui rouvre du possible et peut mettre de nouveau en chantier. Bref, voyez ce que je voulais cibler en justifiant nos cours à la BNF, comme ils ont repris aujourd'hui. Et me réjouir que ça puisse avoir lieu dans un lieu, à un moment donné, pour faire advenir entre nous une présence philosophique, qui n'est pas ma parole, qui est autant votre écoute, qui est ce partage qui se fait dans une attention qui est toujours sujette à fatigue, à oubli, à faillite, et qui maintenant s'achève. Mais qui est ce moment qui n'est pas seulement de concentration ou d'attention, qui est cet effet de présence par l'autre, à travers l'autre, qui ici se justifie. Et qui n'a rien à voir avec ce que sera ce même exposé réécouté en YouTube. Ce qui fait donc que ce n'est pas à faire résilience, c'est bien à faire résistance, comme je l'ai dit en commencement. Faire de la présence aujourd'hui un concept de combat contre la présence virtuelle indéfinie, confortable, commode, économique. On va faire un concept de combat pour s'opposer à la téléprésence ou à la télévie, qui ne serait sinon qu'un perpétuel alibi. Merci de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.